Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici chez vous à Montretout pour un libre journal d'un format un peu inhabituel puisque ce n'est pas la radio qui reçoit son invité, mais vous-même, Jean-Marie Le Pen, qui nous recevait ici à Montretout. À la technique, Adrien, que je remercie. Adrien qui vous a un petit peu envahi avec son matériel. Mais rassurez-vous, c'est une invasion pacifique et réversible, je le précise. La mise en son se double d'une mise en image et je salue le technicien qui est derrière moi, voici. Autour du micro, eh bien, vous-même, président, et Charles Demassieux, bonjour. Bonjour. Charles Demassieux, merci de m'assister pour cette émission. Une émission au long cours, un petit peu une émission marathon d'1h30, mais ce sont les formats de la radio, comme vous le savez. Charles Demassieux, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Vous allez jouer, je crois savoir, l'œil de Moscou pendant cette émission, puisque vous allez prendre des photos, n'est-ce pas? C'est un fait, oui. Alors, une précision, nous sommes aujourd'hui donc ici à Montretout le 21 décembre 2018, et cette émission sera diffusée pour la première fois sur la radio, sur les ondes de Radio Courtoisie, le 4 janvier 2019. Un décalage de 2 semaines. Nous allons naturellement, Président, parler de l'actualité. Mais d'ici le 4 janvier, il peut se passer un certain nombre de choses. Nous ne sommes que de pauvres mortels, ne frayons pas dans les hauteurs jupitériennes. Et les desseins de Dieu sont insondables. Donc, lorsque nous allons parler d'actualité, il s'agit de l'actualité jusqu'au 21 décembre. Après, terra incognita, n'est-ce pas? 21 décembre, jour du solstice d'hiver, un jour important dans la longue mémoire et dans la longue tradition des peuples de la vieille Europe. Solstice, le soleil arrête sa chute vers l'horizon et reprend sa course vers le zénith. Je vous propose, messieurs, d'y voir un signe d'espoir. Alléluia. Alléluia, pour une France qui en a bien besoin. Donc, Président Le Pen, nous allons parler de l'actualité, naturellement, très riche comme vous le savez, ainsi que du tome 1 de vos mémoires. Je le montre à la caméra. Donc, Jean-Marie Le Pen, fils de la nation, aux éditions Muller, et je profite naturellement pour saluer l'éditeur Guillaume de Thua, votre éditeur Jean-Marie Le Pen. Le tome 2, je crois savoir, est sur les rails, n'est-ce pas? Oui, j'y travaille. C'est un gros travail puisque ça s'étend sur 40 ans, un peu plus de 40 ans. Et donc, le tome 2 couvrira la période depuis la fondation du Front National jusqu'à l'époque... jusqu'au moment où je remettrai mon manuscrit à l'éditeur, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, chaque jour peut amener un événement nouveau. Mais vous allez parler des Gilets jaunes, hein, j'imagine? Bien sûr. Ma première question, Président Le Pen, alors je me permets de vous appeler Président Le Pen, bien sûr, et non pas avec révérence Monsieur Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, Président dans la chanson des Brigandes. Exactement, oui, c'est ça. Ma première question, Président Le Pen, sera très simple. Comment allez-vous? Écoutez, je me porte aussi bien que possible. Comme disait Chevalier, en douce, je me pousse. Alors, je vous propose de piquer directement sur l'actualité des Gilets jaunes. Une actualité que je relis à votre livre, donc les premiers tomes de vos mémoires, grâce à un chapitre de votre livre que vous intitulez « Poujade, l'espoir ». Alors, j'ai vu une grande actualité dans ce chapitre. L'opinion publique ne connaît du phénomène Poujade que ce qu'en dit la propagande, autrement dit beaucoup de choses fausses. Et dans ce chapitre, eh bien, vous rendez sa vraie dimension, sa dimension authentiquement populaire à ce mouvement très, très, très décrié, qui n'est pas sans rappeler, j'imagine, les Gilets jaunes, bien sûr. Oui, c'est un mouvement tout de même assez différent, parce que dans un cas, le mouvement naît de l'initiative d'une personnalité qui est Pierre Poujade, libraire à Saint-Céré. Et tandis que le mouvement des Gilets jaunes a une certaine, comment dirais-je, une efflorescence sans chef, et qui ne s'en sont toujours pas donnés d'ailleurs, semble-t-il. Alors, mais le mouvement Poujade, plutôt c'est le mouvement des Gilets jaunes qui peut ressembler au mouvement Poujade, en effet, peut assurer la promotion d'une idée, non pas nouvelle, parce qu'elle avait déjà fait sa trace dans l'histoire de France, mais celle des cahiers de doléances et des états généraux qui devaient se produire et qui ne se sont pas produits, parce qu'entre-temps,
le mouvement Poujade, qui était, je le rappelle, l'Union de défense des commerçants et artisans, UDCA, et a décidé de présenter des listes aux élections législatives à la condition que les membres du bureau national ne s'y présentassent pas. Et c'était le cas de Pierre Poujade, en l'occurrence, ce qui a entraîné un certain nombre de conséquences dans la marche du mouvement. Je rappelle son importance, 2,5 millions de voix aux élections législatives, et je prends un exemple, par exemple, Fédération de l'Hérault, 18 000 adhérents. Bon, donc c'était un mouvement très puissant, organisé dans le fond en 2 ou 3 ans pratiquement, et qui traduisait l'angoisse des artisans et des commerçants qui voyaient se substituer à leur cadre de vie habituel les grandes surfaces, les hypermarchés, etc., etc. Et ils ne s'étaient pas trompés, ils avaient eu raison d'avoir peur. Mais leur réaction avait été très organisée. Et il y avait à la fin, quand Poujade a transformé, enfin pas transformé, mais ajouté à l'UDCA 4 autres unions parallèles, qui, sous le nom qui était Union et Fraternité Française, c'était le nom politique, en quelque sorte, du mouvement. Alors, vous décrivez un meeting de Pierre Poujade, voici les mots que vous employez. Au premier rang, les bourgeois, veste, cravate club, médecins, avocats, profession libérale. Derrière, les artisans et commerçants en tenue plus décontractée. Et encore derrière, par centaines, les paysans en canadienne et casquette. Et vous ajoutez un régiment d'infanterie. Toute classe du peuple unie dans une même cause. C'est une magnifique description. Est-ce que ça serait celle que vous donneriez pour les Gilets jaunes? Un régiment d'infanterie en civil, mais ils ont déjà l'uniforme, le gilet. Ah oui, ils ont Je crois d'ailleurs que le gilet lui-même a joué un rôle capital dans l'émergence et le développement de ce mouvement. Parce que, comme tout le monde en dispose d'un gilet jaune, il n'y a pas besoin d'aller l'acheter, de faire le geste volontaire, en quelque sorte. Tout le monde a un gilet jaune dans sa voiture, et par conséquent, celui qui a eu l'idée, en effet, d'en revêtir les manifestants, a un petit coup de génie quand même, parce que il est certain que ça a donné une unité, en fait, d'action et par conséquent un peu de pensée à un rassemblement de gens dont les revendications étaient souvent différentes, sinon divergentes. Et elles se sont d'ailleurs, à cause de cette multiplicité de raisons, cristallisées pour simplifier les choses dans une hostilité très directe au président de la République, Macron, qui n'y était pas à proprement parler pour grand-chose, mais qui était le président de la République, et c'est lui qui a focalisé sur lui toute l'énergie protestataire du mouvement des Gilets jaunes. Alors vous écrivez, ce sont les abus du fisc qui ont jeté depuis des siècles les braves gens de France dans la révolte, des jacqueries à Jacou le Croquant. Vous ajoutez, il y a des moments où le système de pompage, c'est le mot que vous utilisez, le pompage installé par l'État est particulièrement injuste et spoliateur, et il est ressenti comme tel d'autant plus fortement que le produit de l'impôt est utilisé à des choses qui ne servent pas ceux que l'on tond, ou même les desservent. C'est une description qu'on pourrait donner du mouvement des Gilets jaunes actuellement. Oui, absolument. Mais ça, la volonté prédatrice du fisc en France, c'est toujours affirmé, mais elle n'avait jamais atteint des niveaux tels qu'aujourd'hui où pratiquement chaque geste que vous faites est taxé. Bientôt, il y aura peut-être des masques respiratoires de fisc qui permettront au fisc de toucher de l'argent en rapport avec notre respiration. Alors vous dites, vous employez une formule qui est assez forte, le fiscalisme est la matrice de l'État policier. Est-ce que c'est pas une formule un peu forte quand même? Oui, bien sûr, forcément. Aujourd'hui, je rappelle que le ministère des Finances doit avoir 180 000 fonctionnaires et que son activité principale consiste en effet à pomper la substance budgétaire
dans les poches des citoyens français. Alors, quelque chose qui va tout à fait dans votre sens. Le 1er janvier, j'ai vu ça récemment, donc en plus de l'impôt retenu à la source, les banques auront l'obligation de transmettre tous les comptes des particuliers à Bercy. Oui, ça, il y a une volonté tout à fait évidente d'avoir le maximum de renseignements sur le mouton à tondre. Et il n'y a pas seulement cette démarche, il y a aussi celle qui consiste à essayer de réduire au maximum la circulation des espèces, des billets de banque. Vous voyez leur disparition ? Comment ? Vous pensez qu'ils vont disparaître ? Oui, qui sont évidemment un des moyens relatifs de contourner le fisc. Et comme le fisc veut tout savoir, et c'est en cela que sa démarche est totalitaire, eh bien, c'est un peu le devoir des amoureux de la liberté que de ne pas se prêter à ses volontés systématiquement. Voilà, c'est une des images qui m'a le plus choqué dans les semaines précédentes. C'est celle de ces jeunes gens à genoux, avec les mains sur la tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a même pas un seul de ces types-là qui a refusé de se mettre à genoux devant les policiers, qui peut-être n'en demandaient pas tant d'ailleurs, je ne sais pas. Je trouvais ça extraordinaire de veulerie et de faiblesse de gens qui étaient quand même en âge d'être citoyens. Ils avaient très près de 18 ans en tout cas. Oui, c'était des anti-gilets jaunes, quoi. Selon vous, ce seraient des anti-gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est le contraire, ils ont le courage de se révolter. Non, justement, absolument, oui. C'était pas des gilets jaunes, c'était des lycéens. C'était des lycéens, en effet, oui, tout à fait. Mais on peut être lycéen jusqu'à 30 ans en France. Alors, vous rappelez que l'UDCA est un mouvement de masse. Il a un quotidien qui tire à 240 000 numéros, et son hebdo à 450 000. Ça fait rêver la presse contemporaine, bien sûr. Oui, il y a l'Union et Fraternité française. Et ces meetings politiques réunissent jusqu'à 200 000 personnes. C'est le cas du meeting de Pierre Poujade du 24 janvier 55 à Paris. Est-ce que vous pensez que 200 000 personnes dans les rues de Paris, réunies par un homme politique, et donc son appareil bien sûr. Si elles étaient en gilet jaune, ça se verrait. Absolument, ça. Est-ce que vous pensez que le pouvoir a eu peur de voir 200 000 personnes dans les rues de Paris ? Oui, je pense qu'à un moment donné, on a senti qu'il y avait une espèce de panique à l'échelon gouvernemental, et on s'est empressé d'ailleurs de remplir un certain nombre d'obligations, de consentir un certain nombre d'avantages aux manifestants, y compris, alors là, où ça a été encore plus net, c'est devant la police. Car c'est la première fois que j'entends des syndicalistes dire en sortant nous avons obtenu ce que nous voulions, ce que nous demandions. Il y a eu une discussion, bien sûr, tout de même, mais cependant, nous avons obtenu ce que nous demandions. Et ça, en 24 heures. Évidemment, le pouvoir a eu très peur d'un rapprochement éventuel entre les gilets jaunes et policiers, auquel cas, ils n'avaient plus qu'à prendre la route de l'étranger. Le mouvement des Gilets jaunes est-il marqué par le même anti-parlementarisme que celui de Pierre Poujade, selon vous ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tous les cas, ils ne l'ont pas manifesté de façon claire. Le mouvement passe à côté des représentations ordinaires, mais n'est pas contre. Alors que Pierre Poujade dénonçait en effet les parlementaires, tout en présentant quand même des candidats aux élections. Ce qui prouve que dans tous les mouvements, il y a des contradictions. Je prends ce que dit Étienne Chouard, qui n'est pas un leader des Gilets jaunes, mais qui est quand même une figure assez marquante du mouvement. Voici ce qu'il dit sur son blog. Étienne Chouard dénonce, je cite, « la pourriture politicienne généralisée et la criminalité politique qui dirige la France ». C'est du Poujade dans le texte, non ? Oui, c'est vrai, c'est très, très, très brutal. C'est moins la pourriture que je désignerais, moi, que l'impuissance, qui est peut-être encore plus grave en ce qui concerne l'avenir du pays et celui de ses citoyens.
le pouvoir, on le sait, corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais en l'occurrence, les députés n'ont pas beaucoup de moyens d'être corrompus, ni parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. On ne corrompt que les gens qui sont capables de vous rendre service. et si corruption il y a, et il y a forcément corruption, ça n'est pas à l'échelon parlementaire, c'est plus à l'échelon gouvernemental, je pense, ou bureaucratique. Charles, vous souhaitez intervenir? Oui, Monsieur le Président. Vous avez justement vous parliez du pouvoir, et vous avez dit dans un autre entretien que donc les Gilets jaunes étaient une hostilité à l'égard du pouvoir, et plus particulièrement à Emmanuel Macron. Vous pourriez développer? Oui, mais je crois que je pense que c'est un effet mécanique, ça. Précisément, s'il y avait une revendication unique, le mouvement la pousserait en avant et s'y référerait en permanence. Mais comme ça n'est pas possible, et qu'il faut tout de même un élément d'unité à part le gilet lui-même, eh bien, c'est la définition de l'ennemi ou de l'adversaire qui crée l'unité du mouvement. Et elle s'est faite, il faut le dire, contre M. Macron, dont la jeunesse et probablement relativement l'inexpérience énarchique ont motivé cette prise en compte, si vous voulez. Alors vous dites que le mouvement de Pierre Poujade était finalement un mouvement très en avance, et on ne parlait pas à l'époque d'écologie, bien sûr, c'est un terme relativement récent, enfin relativement, qui a peut-être une trentaine d'années à peu près. Vous dites qu'il s'agit, je parle du mouvement de Pierre Poujade, d'un combat très en avance, puisque le bio, le raisonné, le commerce de proximité, les circuits courts ont montré leur intérêt. Le coût social et environnemental, ajoutez-vous, des prétendus progrès des années 50 et 60 n'a pas fini d'être calculé. Ce sont des propos... Est-ce que vous pourriez développer ces propos? Oui, bien sûr. Non, mais je pense que je suis tenté de dire que cela va sans dire, puisque cela est dit. En l'occurrence, on s'est aperçu que la prétendue économie qui serait faite ne consistait en fait qu'à contourner les difficultés. C'est un petit peu comme quand on a la voiture électrique. On dit, voilà, la voiture électrique, c'est formidable, car ça permettra de ne plus avoir de moteur diesel, de moteur à essence. Oui, à ceci près qu'il faut fabriquer l'électricité. Et que dans les usines, dans les centrales qui fabriqueront de l'électricité, ben, il faudra utiliser de l'énergie et probablement soit du charbon, soit de l'essence, soit du gasoil, à moins de prendre des centaines de manifestants et de les mettre sur des vélos à pédaler. Pourquoi pas? C'est une image qui peut effectivement apparaître sur les écrans. Le sport est très bon pour la santé. Oui, oui. Alors, je reviens encore, parce que je trouve un parallèle intéressant entre les Gilets jaunes et puis le mouvement Pierre Poujade. Vous vous êtes présenté aux élections, vous le dites en ces termes, je résolus de tenter ma chance aux législatives de Paris, et vous êtes élu à la proportionnelle. Alors, tenez-vous bien, chers auditeurs, face à Roger Garaudy, à Pierre Klostermann et à Édouard Frédéric Dupont. Jean-Marie Le Pen, vous n'êtes qu'à l'époque qu'un obscur étudiant, vous n'êtes même pas, je crois, président de la Corpo. Oui, je suis un obscur étudiant, mais qui revient d'Indochine, où j'ai servi comme officier au 1er bataillon étranger de parachutistes. Tout à fait. J'ai été président de l'association des étudiants en droit. Vous étiez déjà la Corpo. Je ne suis pas président de la Corpo, tout à fait. Et ami d'Alain Delon. Un poussin de l'année. Bien sûr, d'accord. Alors, bien que je sois encore jeune. Donc, à l'époque, 53 députés poujadistes rentrent à l'Assemblée. Vous écrivez « Fierté de ma mère ». Et j'étais le plus jeune, vous le dites, j'étais le plus jeune élu de l'Assemblée. Vous aviez 27 ans à l'époque. Et Marion, quelques décennies plutôt, plus que quelques années plus tard, sera le plus jeune député de la Ve République. Dites donc, oui, quelle famille. Mais les âges ont changé, les âges légaux ont changé. D'ailleurs, vous dénoncez le jeunisme.
Pardon ? Régulièrement, vous dénoncez ce jeunisme qu'il y a en politique. C'est-à-dire que voilà, je crois qu'il y a dans un certain état d'esprit, soit le changisme, le jeunisme. Il y a aussi le dégagisme aussi. Le dégagisme, mais qui n'est-ce pas, veut séduire par la nouveauté. La nouveauté, généralement, de l'apparence, plus que du fond, car quand la nouveauté est celle du fond, c'est grave. Mais en l'occurrence, moi, je crois aux vertus de la fidélité, de la pérennité, de la durée, et par conséquent, je suspecte toujours un peu les opérations jeunistes d'être des opérations légères. Le mouvement Poujade est un échec. Comment analysez-vous cet échec ? Est un échec en quel sens ? Un échec, il voulait prendre le pouvoir peut-être Non, justement pas. Jamais et justement pas. Et c'est cela qui a été la raison de notre rupture. Enfin, d'abord, de notre éloignement. Quand de Jean-Maurice Demarquet, député du Finistère, et moi, député de Paris, nous avons décidé de nous rengager en Algérie où venait d'être envoyé le contingent. Et nous avons dit à Pierre Poujade, Pierre, nous avons le sentiment, l'impression que tu ne veux pas aller au pouvoir. Et je crois il le craignait. Ça lui est arrivé comme une obligation. Et puis quand il a reculé, et par conséquent, dans ce cas-là, nous allons tenir en Algérie les promesses que tu as faites et que tu ne pourras pas tenir. Voilà, c'était la raison de notre... Et quand Poujade a commis alors là une faute de manœuvre extraordinaire, puisqu'il se présente dans une élection partielle, mais au scrutin majoritaire, où bien sûr, il n'a aucune chance. Car moi, j'ai été élu, je crois, 7e à la proportionnelle sur une liste de 10 députés. Et lui, et je fais d'ailleurs un pronostic qui se révèle exact, puisque ça fait d'ailleurs la manchette de la dernière page de Paris Presse, je crois. Il ne fera pas 20 000 voix, il en a fait 19 800, quelque chose comme ça. Et en effet, ça signifiait la fin du mouvement Poujade. Alors vous dites, la mise, ce sont les gaullistes qui allaient la ramasser, et vous rajoutez, ça aurait dû être un Poujade. C'est lui qui incarnait vraiment la vague populaire. Vous le dites en termes imagés, il n'a pas eu les couilles. Et vous rajoutez de manière assez curieuse, et je vais vous demander une petite explication de texte là-dessus, il n'était pas assez mégalomane pour prendre le pouvoir. Ben oui. Il faut être mégalomane pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire que pour s'imaginer comme chef suprême d'un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, il faut quand même avoir une conception un petit peu différente de celle du citoyen ordinaire. Il faut être un peu mégalomane. Je crois que tous les grands chefs ont eu un côté mégalo. Et c'est quand ils ont mis en concordance, en quelque sorte, leurs actions avec leurs rêves les plus fous, qu'ils ont écrit l'histoire. Mais vous dites, Poujade fut quand même grand, vous lui rendez hommage. Il fut un précurseur. Il a donné à un moment un véritable espoir au peuple. Il fut un libérateur à moitié. Oui, c'est vrai. Bien que nous ayons échangé quelques propos assez acerbes après notre départ, notre rupture, échangé, d'ailleurs c'est lui qui a eu cette attitude, je reconnais tout de même que sans lui, sans doute, mon entrée dans la vie publique eût été plus tardive. Alors vous avez une hypothèse concernant ce manque d'ambition. Vous dites à propos de Pierre Poujade qu'il aurait eu des propositions du pouvoir gaulliste. Vous écrivez « Tenez-vous tranquille et le général ne vous oubliera pas ». Est-ce que vous avez des éléments précis pour Non, je n'ai pas d'éléments précis. Je crois qu'il y a eu un contact, je ne sais pas par quel truchement, mais enfin, je pense que c'est ce qui lui a été signifié ou suggéré. Et il s'est tenu tranquille, en l'occurrence. Je rappelle que le général de Gaulle avait fait lui-même l'expérience de la vanité des grandes organisations, puisque le RPF lui-même n'avait mis que 5 ans à s'écrouler. Bien,
Nous passons à l'actualité plus directe. Nous allons ranger Pierre Poujade dans sa boîte. Les violences policières qui ont émaillé le mouvement des Gilets jaunes, considérez-vous qu'elles sont inédites sous la Ve République? Écoutez, pour être parfaitement honnête, l'affrontement entre des manifestants résolus et les forces de l'ordre provoque toujours un certain nombre de chocs qui peuvent être douloureux, quelquefois même blessants ou mortels. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a dans certains cas, on a vu certains policiers traiter les manifestants ou un manifestant avec brutalité, mais je dois dire que grosso modo, les affrontements qui auraient pu être beaucoup plus violents ont été tempérés, me semble-t-il, peut-être par l'opinion qu'avaient les policiers eux-mêmes, qu'après tout, s'ils n'étaient pas policiers, ils seraient un peu gilets jaunes. Alors, c'est ce qu'a craint, je crois, le pouvoir. Il a craint la conjonction, les crosses en l'air, en quelque sorte, car sa défense, c'était les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre faisaient simplement la grève, ben, il est évident que ça acculait le pouvoir à la démission. Il y a quand même eu l'utilisation des véhicules blindés, ce qui est une grande première dans le maintien de l'ordre. D'abord, l'excès d'usage des grenades lacrymogènes, qui ne sont pas innocentes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça ne fait pas seulement pleurer, ça brûle les yeux, ça peut être dangereux. Les grenades assourdissantes elles-mêmes sont dangereuses pour les oreilles. Oui. Et pour l'audition, et il y en a, je crois, même une vieille femme a été tuée par l'éclat. À Marseille, oui, tout à fait. L'éclat de ces grenades. Seulement quand on pense qu'il y a eu quand même des affrontements qui ont mis en ligne des dizaines de milliers de policiers, avec des dizaines de milliers de manifestants, on pouvait craindre que la situation soit pire. Donc, relativement, elle a été relativement maîtrisée. Mais on est toujours dans ces domaines à la merci de l'incident inopiné qui brusquement se transforme en bavure gigantesque. Enfin, les événements de mai 68 ont été endeuillés par un mort. Oui, moi je crois un peu plus, mais là nous sommes quand même je pense que là on a fait ce qu'il fallait pour que ça ne se sache pas. On est quand même à une dizaine de morts déjà. Oui, mais ce sont des morts qui ne sont pas des morts qui tiennent à l'affrontement de la police. Beaucoup, certains d'entre eux en tout cas, ont été le fait de conducteurs de véhicules qui ont voulu forcer les barrages et qui ont provoqué la mort des manifestants, au moins dans 2 ou 3 cas en tout cas. Et ne pensez-vous pas que ces manifestants ont été, je ne dis pas tous et je ne suis pas affirmatif, tués parce qu'on a beaucoup décomplexé la parole contre les Gilets jaunes, notamment un certain Bernard-Henri Lévy qui les a comparés à tout ce qu'il y avait de pire. Et est-ce que certains automobilistes n'ont pas été décomplexés parce qu'il y avait déjà eu des barrages routiers, il n'y a jamais eu 10 morts? Non, je crois qu'il y a eu des barrages routiers. Mais quand écoutez, j'essaye de comprendre. Quand vous avez des choses, il y a un certain nombre de gens qui peuvent avoir des choses urgentes à faire. Et quand vous les avez à faire et que vous êtes stoppé 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'irritation peut vous conduire à des gestes inconsidérés. Voilà, ce sont les gens qui sont dans les voitures, comme les manifestants ou comme les policiers, sont des êtres humains, avec leurs faiblesses et donc il me semble que après 1 mois de manifestation continuelle, pour ainsi dire, le bilan de 8 morts, encore une fois, qui n'est pas la conséquence de chocs entre police et manifestants, mais la conséquence de comment dirais-je, de barrages eux-mêmes, des gens qui ont voulu forcer les barrages. Je me souviens que je crois que il y avait 2 journalistes qui ont été tués je pense que c'est en Hongrie, c'est à Budapest, il me semble, oui. Eh bien, l'un d'eux avait été tué par un char d'assaut qui avait reculé.
C'est-à-dire que ça n'était pas volontaire. Alors la démonstration des chars d'assaut sur roues, je pense, n'a pas eu beaucoup d'efficacité. D'autant que ils sont très vulnérables s'ils ont en face d'eux des gens qui utilisent des éléments incendiaires, comme des cocktails Molotov, parce que ce sont par leurs ouvertures, ce sont des engins qui doivent être entourés d'ailleurs par l'infanterie, etc., de façon très précise, faute de quoi ils sont en effet en grand danger. Accordez-vous du crédit à ces rumeurs selon lesquelles le régime se serait doté d'une police spéciale que d'aucuns appellent déjà la police Benalla? Je pense qu'il doit y avoir dans les CRS quelques unités qui sont probablement plus proches du pouvoir que d'autres, et qui sont chargées, si besoin est, en tous les cas si c'est apprécié comme tel, de frapper fort. Alors à l'Élysée, le président s'était retranché, c'était une espèce de camp retranché. À l'Élysée même, 600 policiers, ce qui est un dispositif absolument gigantesque, et un hélicoptère était prévu pour exfiltrer le président. Est-ce que c'est vraiment une frousse surdimensionnée, on dirait, ou bien est-ce que vraiment il y avait un risque de prise de l'Élysée? Écoutez, à partir du moment où se mettent en jeu des masses de plusieurs milliers de manifestants résolus, il faut envisager toutes les hypothèses. Et il est bien évident que le président ou son entourage ont comme première mission de garder sa liberté et sa sécurité. Rien de cela ne me paraît extraordinaire. Les Black Blocs et Antifa, quelle analyse avez-vous? Les Black Blocs? Oui, et les Antifa. Alors là, il me semble qu'il y a une complaisance depuis plusieurs, parce que ces groupements très agressifs, ont tendance à participer à toutes les manifestations, soit pour s'entraîner, soit pour recruter. Et les antifascistes, les antifas et les Black Blocs, en effet, sont des unités redoutables et qui sont des unités de guerre civile, en fait, car elles ont l'homogénéité, la discipline intérieure et l'agressivité qui permettent à ces groupes de faire la loi. Parce que quand les journalistes mettaient sur le même pied extrémistes de droite et extrémistes de gauche, il n'y avait pas d'extrémistes de droite. En tous les cas, s'il y avait des extrémistes de droite, on pouvait les compter très facilement peut-être pas sur les doigts de la main, mais quand même, et ils n'avaient aucune agressivité. Non, on esquivait la critique nécessaire d'une extrême gauche très violente, agressive et qui peut, dans certains cas, devenir insurrectionnelle. Et la police s'est montrée plus sévère contre les gilets jaunes que contre les casseurs. Je ne suis pas sûr, mais les casseurs, en général, ils cassent et ils restent pas là. Ils sont plus difficiles à attraper. Je rappelle que la force des unités de police, c'est leur cohésion. Ils ne sont pas des... Et on avait à un moment donné, je pense que plus c'était Pasqua qui avait inventé les Ccelleri, là, et les voltigeurs, je crois. Les voltigeurs, c'est ça. Ouais. C'était des motards avec un motard à la moto et l'autre sur le siège arrière. Et on les a revus récemment, d'ailleurs. Avec des longs bâtons qui avaient justement cette mobilité qui permettait la poursuite d'un certain nombre d'individus agissant de façon personnelle et non pas dans la masse manifestante, si vous voulez. Et ça, bien sûr, je pense, mais nous ne savons pas quelle est la nature des inculpations qui sont prononcées contre les gens qui ont été interpellés. Il y en a eu 300 ou 400, je crois, d'interpellés. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que les journalistes s'efforcent de savoir quelle est l'identité de ces comment dirais-je, manifestants, enfin de ces personnes arrêtées, savoir si ce sont des récidivistes, parce que, bon, on a vu que l'assassin de Strasbourg
avait été condamné 27 fois, je crois, n'est-ce pas, à 29 ans. Ouais. C'est quand même un tour de force. Bon, par conséquent, le vrai problème, d'ailleurs, on peut en reparler, le problème des fichiers S, et le problème de la maîtrise des fichiers S, c'est un problème que pour l'instant n'a pas été résolu et n'est peut-être pas soluble, d'ailleurs, résoluble. Alors, puisque vous parlez des fichiers S, effectivement, vous connaissez naturellement le chiffre de 450 djihadistes qui devraient être libérés dans le courant 2019, selon Madame Belloubet, le garde des Sceaux. Qu'en faire ? Écoutez, dans la mesure où nous sommes dans un régime démocratique qui se targue de respecter scrupuleusement la loi, si ils doivent être mis en liberté, je ne vois pas comment on peut faire sans les libérer. Ça, il faut des lois spéciales, et je pense que la situation la justifie très, très sûrement pour mettre en effet hors de danger la population par l'arrestation et le maintien en sûreté, en quelque sorte, de ces gens. Mais ceci nous amènerait à poser tout le problème de leur entrée, n'est-ce pas ? Parce que, on voyait sur les réseaux justement le cas du père de l'assassin de Strasbourg, qui a d'ailleurs avait un bonnet à l'effigie avec Che Guevara, ce qui prouve que dans la famille, quand même, on a un certain nombre de sentiments politiques qui ne sont pas tout à fait de droite. Il était lui-même fiché S. Comment ? Le père était lui-même fiché S. C'est controversé. Oui, c'est controversé, c'est pas évident. Enfin, le père a eu 12 enfants. Et il y avait deux fichiers on disait S, qu'il avait un revenu, des aides de l'ordre de 5 400 € par mois. Là aussi, c'est controversé, mais bon, c'est vrai, effectivement. C'est controversé aussi, effectivement. Oui, en tout cas, ce qui n'est pas controversé, c'est que le fait qu'il y ait, dans la fratrie de 12 enfants, il y ait 2 fichiers S, dont l'assassin, effectivement, dont le terroriste de Strasbourg. C'est probable. Alors, ça pose le problème de l'immigration, problème que nous dénonçons depuis plus de 40 ans, en essayant de montrer aux Français le danger que cela représentait et représentera dans l'avenir, car en matière d'immigration massive, nous n'en sommes qu'au début du commencement. Et cette immigration massive est la conséquence de la révolution démographique qui s'est produite et qui a porté, dans les 50 dernières années, de 3 à 8 milliards la population mondiale. Alors il est évident que cette densité dans des pays, on peut dire, du tiers-monde, en augmentation exponentielle, comparée à la relative déficit de ce que j'appelle le continent boréal, c'est-à-dire qui va de Vladivostok à Gibraltar, c'est-à-dire le continent européen plus la Russie, plus l'immense Russie, eh bien, il y a du souci à se faire. Et par conséquent, il ne faut pas croire que la courageuse politique italienne qui a consisté à s'opposer au débarquement incessant des migrants sur la botte, n'est-ce pas, résout le problème. Le problème, il est posé d'une façon tellurique, dirais-je, de façon globale, et les États devront réagir et élaborer des moyens de contrôle qui soient beaucoup plus sévères et beaucoup plus efficaces que ceux qui sont pratiqués actuellement. Président, le temps passe très vite. Nous sommes quasiment au bout de la première partie de cette émission. Je vous propose d'évoquer la déclaration d'Éric Diard, qui est député Les Républicains des Bouches-du-Rhône et rapporteur d'une commission d'enquête sur la radicalisation. Et voici ce qu'a récemment déclaré, c'était il y a quelques jours, le député Éric Diard. Il a récemment déclaré que l'infiltration de la police, de la gendarmerie et de l'armée par des musulmans radicalisés est maintenant un fait acquis. Il n'a pas donné de chiffres. Ce qui est stupéfiant, c'est que ces radicalisés sont armés par l'État et donc sont lourdement armés. Impossible de prévoir quand ils passeront à l'acte. Dans les prisons également, de plus en plus de surveillants pénitentiaires sont également des musulmans radicalisés. La question qu'on se pose, c'est que faire ? Et nous sommes en fait dans une situation de guerre civile larvée.
Et à partir du moment où on ne peut plus avoir confiance dans les fonctionnaires porteurs d'armes qui sont d'origine immigrée directe ou indirecte, la situation est gravissime. Parce qu'en effet, comment procéder sans tomber sous l'accusation de racisme Alors là, ce qu'il convient de faire déjà, c'est de stopper immédiatement, c'est de suspendre, voire de supprimer un certain nombre de lois qui permettent l'entrée et même le soutien de ces gens, en particulier la loi d'asile. La première loi Chirac-Giscard, qui est celle de 75, je crois, de regroupement familial. Je vous dis franchement, si vous me laissez dire ce que je ferais si j'étais au pouvoir, j'avertirais les populations extérieures en leur disant, si vous venez chez nous sans être invité, vous n'aurez droit à rien. C'est la position ni au travail, australienne, hein, c'est la position australienne. Ni au logement, ni aux soins, à part les urgences évidentes, ni aux aides d'aucune sorte, ni à l'éducation de vos enfants. C'est clair, vous n'aurez droit à rien. Ne venez pas. Mais ce n'est pas la position qui est celle de la majorité, ni même de la totalité de la classe politique française. Personne n'a osé aller jusque-là. Jean-Marie Le Pen, nous allons nous arrêter quelques instants pour une pause musicale. Bien, donc nous continuons sur l'actualité, Jean-Marie Le Pen. Quelles sont les réflexions que vous ont inspiré la signature par la France du pacte de Marrakech ? Je l'ai fait connaître en ce qui me concerne dans un de mes tweets, à savoir que c'est une trahison. C'est une extravagance politique. Signer un pacte favorisant et on peut dire même appelant à la migration générale ou aux migrations générales dans le monde, quelque chose de très 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 dangereux pour nous et que nous y ayons prêté la main, tout à fait scandaleux. Qu'est-ce que je peux dire de plus que de dire que c'est une trahison ? Que les gens qui l'ont signé sont des traîtres. Vous rejoignez ce qu'ont dit une dizaine de généraux de haut gradé dans une lettre ouverte destinée au président Macron. C'est une lettre ouverte datée du 10 décembre dernier, rédigée par le général Martinez, président de Volontaires pour la France, lequel a des mots très durs sur le président Macron. Je vous lis des extraits de cette lettre. Donc c'est le général Martinez qui s'adresse au président Macron. « Vous ne pouvez pas céder ce nouveau pan de la souveraineté nationale sans un débat public alors que 80% de la population française considère qu'il faut stopper ou réguler drastiquement l'immigration. En décidant seul de signer ce pacte, vous ajouteriez un motif de révolte supplémentaire à la colère d'un peuple déjà malmené. Vous vous rendriez coupable d'un déni de démocratie, voire de trahison à l'égard de la nation. » Les mots sont forts. Oui, mais c'est signé. C'est signé, effectivement. C'est le mot que j'ai utilisé moi-même. Et le général conclut en disant « Vous ne pouvez pas décider seul d'effacer nos repères civilisationnels et nous priver de notre terre charnelle. Vous êtes comptable devant les Français de vos actions. Votre élection ne constitue pas un blanc-seing. » Vous auriez signé cette lettre. Bien sûr, tout à fait. Mais seulement ça, je permets de le dire, je le dis depuis 40 ans. Pas tout à fait dans une forme aussi énergique, parce que la menace ne s'était pas révélée aussi clairement qu'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, ce que les Français doivent savoir, c'est que le mouvement de migration massive n'en est qu'à ses débuts. C'est un commencement. Tout est inscrit dans les courbes pour multiplier de façon exponentielle la pression qui va s'exercer sur nos frontières et qui sont, comme vous le savez, tout à fait perméables. On passe comme on veut, d'ailleurs, par les frontières de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne.
Voilà, dans l'Europe de Schengen, il n'y a pas de contrôle aux frontières. Bon, par conséquent, il faut rétablir au plus tôt un pays en situation et lui dire qu'il est en situation de guerre, qu'il est menacé. Alors évidemment, les troupes qui entrent chez nous ne sont pas armées, ce sont des civils. Mais ça n'en est pas moins dangereux. Cette lettre a fait l'objet de menaces, de sanctions. Le ministère des Armées souligne que, je cite le ministère, « Ces propos sont inadmissibles et indignes, puisque les généraux... » Alors, il s'agit de généraux de deuxième section. Ah oui, toujours, mais ça, il faut dire la vérité, les généraux ont tendance à être courageux politiquement quand ils sont à la retraite. Donc ces généraux 2S qui ont signé ce texte sortent du devoir de réserve, mais malgré tout en étant à la retraite, ils ont un devoir de réserve auquel ils sont soumis et sapent ce qui les a conduits aux responsabilités du haut desquels ils donnent aujourd'hui des leçons. Et donc, je vous parlais de probables sanctions à l'encontre de ces dits hauts gradés. Vous avez vécu, Président, vous avez vécu le coup d'État de 58, vous avez vécu le coup d'État de 61, de putsch de 61, le premier, une réussite, le deuxième, un échec, enfin une réussite pour l'intéressé, le deuxième, un échec. Sentez-vous les prémices d'un coup d'État militaire? Non, à proprement parler, non. On en est encore au stade des protestations verbales ou écrites. Je ne sens pas pour l'instant la réaction vitale amorcée. Je le regrette parce que plus elle sera tardive et plus elle sera inutile. Je vous rappelle la fameuse page de MacArthur qui s'intitule « Too late », trop tard. Dit « too late », trop tard, ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Or, les communautés, les peuples, bien sûr, quand le drame est arrivé, en prennent conscience et souhaitent une réaction. Mais elle est trop tardive. La dignité des hommes publics qui méritent ce nom, c'est justement de voir plus loin que les autres, avant les autres. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, prévoir les événements et dire ce qu'il faudrait faire, c'est ce que, personnellement, j'ai essayé de faire toute ma vie. Un peu vox clamantis in deserto, comme Saint Jean, n'est-ce pas, la voix qui crie dans le désert. Mais cependant, ce désert peut après tout se peupler. Il n'est pas encore trop tard, mais il est presque trop tard. Donc il faut faire maintenant très vite et ne plus que se contenter de promesses ou d'amodiation des procédés d'immigration. Il faut stopper l'immigration. Il faut stopper les naturalisations et les limiter très sévèrement après une enquête je dirais, de patriotisme et en effet, tenir compte du fait qu'un certain nombre de nos unités armées sont déjà infiltrées par des gens qui se considèrent comme des étrangers en France, voire même comme des ennemis, éventuellement. Alors, je passe au dernier chapitre de votre livre, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire. Je vous lis, Jean-Marie Le Pen, « À vue humaine, je suis très pessimiste. Il faudrait un miracle pour sauver l'Europe. Aujourd'hui, c'est trop tard, et j'ai peur que dire la vérité, excusez-moi, j'ai peur que dire la vérité n'enlève ce qu'il reste de courage à nos peuples. Je n'ai jamais prétendu être un devin ou un prophète, juste une vigie. » Ce sont des paroles très fortes. Vous regardez du haut. La vigie. Vous dites malgré tout qu'il aurait peut-être fallu de peu de choses pour inverser la situation. Vous parlez d'une politique nataliste tout à fait classique, type de celle de l'État français de 1941, d'ailleurs, qui a produit le baby-boom. Et M. Erdogan, qui a récemment dit, dans un pays qui a, je rappelle, 100 millions d'habitants,
Il a dit, la famille turque, ce n'est pas 3 enfants, c'est 5 enfants au moins. Bon, bah, c'est un avertissement que les Français devraient entendre, alors que il faut savoir que la puberté dans ces pays est à 14 ans pour les femmes, ou quand même quelquefois avant, et que chez nous, beaucoup de gens ont leur premier enfant à 30 ans. 30 ans, oui, c'est ça. Bah, c'est Tariq Boumedienne hein, qui avait dit que c'était le ventre de leur femme qui allait C'est coloniser Boumedienne l'Europe. avait dit, oui, Ouais, nous gagnerons avec le ventre de nos femmes. Ouais. Alors, vous soulignez également que d'autres politiques parallèlement, même en remplacement de l'immigration était possible. Par exemple, le Japon a choisi l'automation et non pas l'immigration. Oui, c'est vrai, mais le Japon a ses propres problèmes et a une population vieillissante aussi. Et il a, je rappelle, 130 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, hein, dans ce petit archipel. Si on le compare à la Russie, immense territoire, le plus grand du monde, avec seulement 140 millions d'habitants. Les Européens ont du souci à se faire et devraient s'inquiéter de leur vie. Vous dites, du risque. Vous utilisez le terme grand remplacement. Est-ce que vous cautionnez cette expression? Est-ce que vous validez l'intuition de son inventeur, à savoir Renaud Camus? Tout à fait. C'est une intuition qui est postérieure à la mienne, je dois le dire, mais c'est sûr que ce qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Mais encore une fois, il n'y a pas de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, ni pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous dites que ce grand remplacement a été voulu et organisé, ce sont vos propres mots. Est-ce que vous pourriez développer? Oui, je pense que c'était la conséquence de l'idéologie antiraciste et humanitaire. L'unité de la condition humaine rend ridicule, enfin obsolète, les frontières, les conditions d'entrée, etc. Tout cela, ça c'est suicidaire. Toutes les civilisations ont connu des tentations suicidaires. Notre continent est en proie à une de ces tentations. S'il ne réagit pas dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que le temps qui reste est mesuré, eh bien ça en sera fait de notre indépendance et par conséquent de notre liberté et peut-être dans certains cas de notre vie. Pour la mienne, moi je suis sur la dernière ligne droite. Mais pour vous, messieurs, et vos enfants, et mes enfants à moi, mais enfin, bref, chacun devra faire face à ses responsabilités. Mais je dis ce que je crois. Bien, Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on peut passer à votre livre? Passons. Très bien. J'aimerais vous entendre sur la serpe et sur le chant. Vous êtes un grand chanteur devant l'Éternel. Mon père et ma mère chantaient, tous les deux. Et donc j'ai chanté, on chantait au collège, on chantait... donc les ouvriers chantaient dans les chantiers. Maintenant, il y a très peu de gens qui chantent parce que la radio, la télévision nous ont transformés en auditeurs et en voyeurs. Alors moi, c'est vrai que je sais beaucoup de chansons. J'ai la chance d'avoir une mémoire que supplée la musique, d'ailleurs, en plus. Mais c'est vrai que je chante. Le matin, dans ma salle de bain, je chante. Et je dis quelquefois à ma femme, tu as la chance d'avoir un mari qui chante dans sa salle en se rasant. Bon. Alors, on m'a dit que vous connaîtriez plus de 2000 chansons, couplets entiers. Non, je connais souvent un couplet, un refrain. Mais des chansons complètes, j'en sais quelques dizaines, quoi. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous souhaiteriez chanter une de ces chansons pour le plus grand plaisir des auditeurs de Radio Courtoisie? Il y a celle que je chantais toujours dans tous les meetings du Front National. Eh bien, on vous écoute. Oui, c'est haut, miséricorde, pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, pavillon noir,
Oïs, ho, pavillon haut. Tant pis pour la reine et le roi, tant mieux si tu deviens corsaire. Jésus était un hors-la-loi. Viens-t'en regarder les étoiles, dormir dans le ventre des voiles. Oh oui, c'est oh, miséricorde. Pour nous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh oui, oh, pavillon noir. Oh is ho, pavillon. Voilà. C'était une chanson que je chantais dans tous les meetings du Front National, ça. Alors, dans le cadre de la Serpe, c'est une petite maison d'édition, même une grande maison d'édition peut-être. La Serpe est une maison d'édition originale dans la mesure où, quand je l'ai fondée sous le poids de la nécessité, parce que battu aux élections, je n'avais pas de profession immédiate en vue. Si je m'inscrivais au barreau, ce que je pouvais faire, compte tenu des diplômes que j'avais eus, il faudrait 2 ou 3 ans ou 4 ans de stage avant que je puisse exercer de façon rémunérée, si vous voulez. Alors, j'ai eu cette idée de... j'avais remarqué que le disque de la plaidoirie pour sa langue de Tixier-Villancourt avait eu un grand succès. Et j'ai dit, mais pourquoi ne ferions-nous pas nous-mêmes ces choses-là? Et puis, bon, on a réuni comme ça, chacun, on a 10 000 francs, je crois, à 100, on a réuni 10 000 francs pour la société, et on a fondé la Serpe. Et j'ai fait le premier disque, les 2 premiers disques que j'ai faits, c'est sur le procès Bastien-Thierry, avec la voix de Bastien-Thierry, des gens qui y participaient, des avocats, les plaidoiries, et même l'exécution de Bastien-Thierry. Parce que les avocats avaient pris, tout à fait d'ailleurs contre la loi, illégalement, des enregistrements de l'exécution de Bastien-Thierry. Que moi j'ai entendu, alors c'est extraordinaire, de l'autre côté de la muraille du fort, où nous étions arrivés avec une voiture de l'ORTF d'ailleurs, et je l'ai entendu aussi. Et puis bon à partir de ça, j'ai décliné cette activité, donc qui consistait à publier des documents sonores authentiques. Donc à les rechercher, à les regrouper, à les monter et à les publier. Et j'ai fait comme ça 12 disques sur la Deuxième Guerre mondiale, 4 disques sur la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, puis ensuite la guerre d'Espagne, beaucoup d'autres sujets. Et j'ai même terminé par une anthologie de la musique de cuivre, qui n'a pas eu beaucoup de succès. D'ailleurs, je dois dire, car je m'étais aperçu d'une chose, c'est que tous les grands musiciens avaient écrit pour le cuivre, et que c'était généralement peu connu. Et parce que c'était généralement peu connu, ça n'a pas eu beaucoup de succès. À part le disque de la musique de kiosque et de la musique des marches funèbres, qui sont les 2 disques sur 12 qui ont bien marché. Les autres, des disques événementiels en quelque sorte, mais très intéressants sur le plan musical, n'ont pas attiré beaucoup d'amateurs. Vous avez même édité des chants anarchistes, des chants de l'armée rouge, brigades internationales, armée allemande, musique militaire française, chants des marines américaines, et également donc des discours de Charles de Gaulle. Vous n'êtes pas rancunier quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai fait le maréchal Pétain, le général de Gaulle. Je me suis efforcé d'être objectif dans mon activité d'éditeur, en quelque sorte. Mais vous avez parlé des chansons anarchistes, ça me fait souvenir d'une anecdote. Louis Lecoing, qui était un anarchiste célèbre, qui était aveugle, complètement aveugle, était venu à la Serpe me rendre visite, rue de Beaune, et je le raccompagnais sur le trottoir. Nous étions bras dessus, bras dessous, quand nous sommes tombés nez à nez avec le rédacteur en chef du Monde, qui, j'ai eu l'impression, a failli tomber du haut mal.
de voir Le Pen et Le Coin, bras dessus, bras dessous. C'était en effet assez original. C'est surtout que, bon, Louis de Coin était effectivement une figure de l'anarchisme. Mais ce qui vous reliait beaucoup, c'est que vous aviez un ennemi commun, c'était les communistes. Oui, ça, depuis le début de ma vie politique, j'ai toujours été contre le communisme, qui considère qu'une machine à fabriquer des mégots. Vous savez, ça fait 300 mètres de long, il y a des pistons, des courroies, des roues, et à un bout on met une cigarette, et à l'autre bout il sort un mégot, et au moment où vous le ramassez, vous prenez un coup de trick. C'est ça, non, mais c'est vrai, ça a été une dictature sanglante, abominable, très souvent sous-estimée et masquée par l'antinazisme qui serait en quelque sorte le contrepoint, alors que les deux idéologies ont des points communs. Jean-Marie Le Pen, je vous propose ensuite, je vous propose de passer sur un chapitre qui m'a absolument passionné, c'est le chapitre sur les caporniers. Et vous avez un style absolument superbe. Vous décrivez les derniers des caporniers. Alors là, nous remontons du temps de votre grand-père à la fin des années... oui, fin du les derniers on sortait en 1920. Et mon père a été jeune mousse, à l'âge de 13 ans, sur un capornier. Alors c'est un chapitre magnifique, vous dites qu'il est un peu à part, effectivement, dans vos mémoires, où vous retracez la saga héroïque d'une caste de mères. Oui, absolument, c'est extraordinaire, c'est presque inimaginable, ce sont des conditions de vie extraordinaires, quand on imagine ces bateaux dans le sud, avec des vergues glacées, les gens dans une mâture qui allait jusqu'à 40-50 mètres de haut, ballottés secoués par les coups de mer, n'est-ce pas? C'était extraordinaire. On disait les caporniers, ils sont larges comme ça. Oui, évidemment, ceux qui n'étaient pas larges comme ça étaient morts. Vous dites le métier exigeait des hommes d'une trempe exceptionnelle, au physique comme au moral. Oui. Et à bord, chacun se sentait solidaire de cette communauté fermée, encadrée par une hiérarchie polie par les siècles, cohabitant et collaborant sans familiarité dans le respect mutuel. Finalement, vous décrivez une espèce de société idéale, exemplaire, la société peut-être des chevaliers de Terre Sainte. Oui, c'est vrai que c'était idéal, d'autant que ça fonctionnait, si j'ose dire, non pas avec dans les conditions de l'industrie, mais comme disait Alphonse Daudet, pour les moulins, avec la respiration du bon Dieu, puisque c'est le vent qui faisait avancer ces bateaux. Permettez-moi de lire un extrait de ce chapitre, 2 extraits. Arrivé à ces latitudes dont vous parlez de la Terre de Feu, la mal nommée parce qu'il pouvait y faire très froid, les hommes ne connaissaient alors ni trêve ni répit. De jour comme de nuit, la bordée de quart était appelée à la manœuvre sur le pont ou dans la mâture. Engoncés dans leurs vêtements cirés, les jambes lourdement bottées, ils montaient par les enfléchures jusqu'à 50 mètres au-dessus du pont. Le froid, coupant comme un rasoir, brûlait les visages et engourdissait les mains. La pluie, la neige, la grêle aveuglaient. En hiver, il faisait nuit, 18 heures par jour, de 3 heures de l'après-midi à 9 heures du matin. Autrement dit, les 3/4 du temps, il faisait noir. À tâtons, il leur fallait alors se glisser le long des vergues, les pieds en équilibre sur le marchepied, simple fil d'acier parfois enrobé de verglas. En bout de vergue, celle-ci arrivait aux genoux et l'on pouvait basculer. Au milieu, elle arrivait à la poitrine et on risquait de passer dessous. Tous les mouvements imprimés à la coque par la mer démontée se répercutaient là-haut par des ballons vertigineux, brusquement stoppés par des coups de mer. Il fallait alors crocher de toutes ses forces dans l'épaisse toile à voile, raidie encore par le gel, et tenter de brasser le cacatois ou le perroquet, à peine étouffé par les cargues. Ballonnée par le vent, la toile battait follement, arrachant les ongles et menaçant à tout instant de jeter à bas les matelots. Décimètre après décimètre, main sur main, il finissait pourtant par la former en un gros boudin que l'on serrait par des rabans. Des rabans. Des rabans.
Voilà, le terme est assez inhabituel, excusez-moi d'avoir buté dessus. Dites donc, ça rigolait pas quand même, hein? Non. Non. Non, c'était un monde. Mais alors, évidemment, les Caporniers avaient un grand prestige qui faisait, par exemple, comme mon père, qui était patron de pêche à la Trinité, bénéficiait de la part de ses camarades d'une sympathie, d'une confiance exceptionnelle. Et il était d'ailleurs le plus jeune conseiller municipal de la Trinité. Mais j'ai un peu bénéficié de ce genre de prestige quand j'ai retrouvé au quartier latin les jeunes indépendants de Paris que présidait Jean Bourdier et que je revenais d'Indochine où j'avais servi dans le premier bataillon étranger de parachutistes. Et évidemment, ça me donnait une certaine dimension. J'avais été président de la Corpo de droit avant. Mais enfin, c'est sûr que c'est un petit peu ce qui vous met hors du commun, si vous voulez. Piquons droit sur votre enfance. Nous revenons un petit peu en arrière. Donc, enfance, une époque importante dans la vie d'un homme, tant il est vrai que, comme dit l'adage, l'enfant est le père de l'homme. Je rends grâce, voilà ce que vous écrivez, je rends grâce au ciel de ce que mon père et ma mère ont fait de moi et pour moi, autrement dit, vous célébrez la filiation. C'est un mot important pour vous. C'est plus qu'un mot, plus qu'un mot. Bien sûr. Avant d'être le fils de la nation, comme c'est le sous-titre de vos mémoires, vous avez été le fils de votre père et de votre mère. La filiation dans l'esprit de Maurras, est-ce que vous êtes un lecteur attentif de Maurras? Oh, j'ai été un lecteur attentif dans ma jeunesse, surtout. Mais j'ai été poursuivi tout au long de ma vie par la lecture de livres innombrables qui continuent, qui essayent maintenant de m'engloutir. J'en reçois 3 ou 4 neufs par semaine, souvent dédicacés, et que je n'arrive pas d'ailleurs à lire parce que je manque du temps nécessaire. Il faut du temps pour la lecture. Et quand on est jeune, on a du temps. Et j'avais le goût de la lecture. J'allais dans le grenier de la maison pour lire, pas seulement d'ailleurs des livres sérieux que j'empruntais à la bibliothèque de mon père, beaucoup de romans du 19e siècle, d'une collection qui s'appelait la collection Nelson, et qui était une collection en papier Bible. Oui, oui. Et donc, mais je lisais aussi des bandes dessinées. Je suis un contemporain de Mickey, n'est-ce pas? Mickey, Bécassine, Ribouledingue, Filochard et Croquignol, etc., etc. J'étais éclectique dans mes lectures, mais c'est vrai que les Trois Mousquetaires, les Contes de Monte Cristo, toutes ces choses-là ont enchanté ma jeunesse. Je les ai relus plusieurs fois dans ma vie. Et votre compatriote Chateaubriand, vous l'avez apprécié? Oui, mais moi déjà j'ai abordé Chateaubriand au moment de ma scolarité. Ça n'était pas exactement une lecture de distraction. Génie du christianisme. Vous rendez un très chaleureux hommage à vos parents puisque vous écrivez « Mes parents étaient heureux parce qu'ils s'aimaient et qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas riches, mais possédaient un rare trésor, ils s'aimaient. Ils me firent le plus beau cadeau qu'un enfant puisse recevoir, un foyer heureux, uni et tendre. » À comparer avec l'explosion actuelle des divorces, des familles recomposées, décomposées, surcomposées, et des enfants ballottés entre des parents séparés, parfois ennemis d'ailleurs. Vous dites également que vous le décrivez comme tel, je suis un Celte de pure souche morbihanaise. Alors comment un Celte de pure souche morbihanaise était-il préparé à devenir un Français de cœur et d'âme? Ah mais j'ai toujours été Français. Bien que je fût un Celte, il n'y avait pas à proprement parler de mouvement de celtitude. Je le suis parce que c'est ainsi. C'est-à-dire que je suis
pas seulement breton, comme je le dis, je suis morbihanais, de souche de mes deux, enfin pour autant que je remonte, quelqu'un très gentiment a fait comment dirais-je, un arbre généalogique. Mon arbre généalogique, absolument, et jusqu'au XVIIe siècle, on remonte, et tous mes parents étaient des laboureurs, sauf mon père et mon grand-père qui étaient des laboureurs de la mer, parce qu'ils étaient devenus marins. Vous n'avez jamais été tenté par le nationalisme breton, vous n'avez jamais cédé aux sirènes d'Olly Mordrel, non, Marchal, j'y étais même relativement, en tous les cas, prévenu contre lui et hostile, parce que j'étais nationaliste français. Je ne concevais pas qu'il y ait une nation bretonne à l'extérieur de la France. Bien sûr, j'ai de la sympathie pour les gens. Je ne parle pas breton, je connais beaucoup d'expressions, certains chants, mais je ne suis pas un praticien de la langue celtique. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir étudié, parce que c'est intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Et puis en plus, l'homme qui meurt, c'est un incendie, n'est-ce pas? C'est une bibliothèque qu'on brûle, en effet. Oui, une bibliothèque qui brûle, oui. Le breton, dites-vous, est un mélancolique, un timide à jeun, ce qui suppose qu'il ne l'est pas toujours, avec un puissant tempérament refoulé. Est-ce que c'est un autoportrait? Je ne sais pas si ça me décrit. Moi, je suis plutôt extraverti, mais je pense que ça l'était en tous les cas dans ma jeunesse. Ça tenait aussi à l'organisation sociale, à l'encadrement religieux qui était tout de même assez sévère. Bref, c'était différent. Toutes ces choses-là ont changé, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, il faut dire la vérité. Vous écrivez « Ils ont payé leur tribut à la Camarde, les marins bretons, tant à la mer qu'à la guerre. » Et effectivement, vous rappelez 140 000 morts bretons sur les 1 400 000 morts de la Grande Guerre, 10%, autrement dit. Je crois que c'est 250 000 bretons. 250 000. 250 000. Ah, c'est donc en proportion beaucoup plus que les autres provinces françaises. Oui, plus que c'était normal, parce que c'était plutôt des gens paysans. C'était vous savez, les ouvriers, en fait, ont bénéficié d'un régime particulier qui était l'affectation. Ils étaient affectés spéciaux dans leur usine. Il suffisait pas de tirer les obus, il fallait aussi les tourner. Et donc, on a même vu des femmes, d'ailleurs, comme Arletty a été ouvrière pendant la guerre de 14-18. C'est elle qui me l'a raconté. Et donc, les ouvriers, y compris en la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup en 1939 étaient affectés spéciaux dans leurs usines industrielles. Donc finalement, avec cette quantité de morts phénoménale, plus qu'une chansonnette béninoise sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre dernier, est-ce que Macron n'aurait-il pas été plus inspiré de faire chanter le Brogose Mazadou, l'hymne breton? Est-ce qu'il y avait l'hymne qui disait « Tes fils bretons morts pour la France ont espéré Sainte-Anne en toi, accorde-leur la récompense de leur amour et de leur foi. » Ça, c'était l'hymne que chantaient les organisations d'anciens combattants extrêmement puissantes entre les deux guerres, que j'ai connu quand j'étais enfant. Et vous dites, quasiment en entrée de jeu dans votre livre, je vais raconter l'histoire d'un petit breton poussé dans la grande France. C'est une phrase superbe. Voilà, c'est ça. L'école laïque, vous dites que l'école laïque se trouvait avec l'Église pour célébrer le culte de la patrie. Donc il n'y avait pas d'antagonisme entre... Il n'y avait pas d'antagonisme à l'exception de l'existence de Dieu. Oui. Mais la morale laïque était absolument parallèle à la morale chrétienne. Il n'y avait pas de contradiction.
c'était un gage d'unité nationale. C'est la guerre de 14, d'ailleurs, qui a mêlé dans les tranchées les curés et les instituteurs, qui souvent se détestaient avant la guerre. 1905 ou se avait des ravages. combattaient, absolument. Eh bien, ça a forgé dans la douleur, dans le sang, dans les larmes, l'unité française, mais une unité française, malheureusement, affaiblie considérablement par le conflit, et qui ne s'en relevait pas, en fait. La preuve de la Deuxième Guerre mondiale, enfin. Et vous dites, notre enfance à mes condisciples et à moi fut pieuse envers nos parents, notre pays, notre Dieu, l'un l'autre se mêlant en s'épaulant. Vous décrivez une société debout, une société verticale. Oui, on recevait une éducation d'un bout à l'autre de la vie dès la petite enfance, jusqu'au moment où on quittait la maison, qui était en quelque sorte exaltante et sévère, tendant à la pratique des vertus. Et Vous dites, ma sympathie reste aux traditionnalistes. L'Église conciliaire a-t-elle failli spirituellement? Oui, d'ailleurs, je dois dire que j'ai été un peu trahi par mon éditeur, qui m'a fait dire dans la dernière page de mon livre, une chose que je raye d'ailleurs quand j'en ai l'occasion, qui était que l'incident assez déplaisant on m'avait en effet exclu d'un collège en me disant que ma mère était morte. Ça, elle m'avait fait renoncer à Dieu. Je n'ai pas renoncé à Dieu, j'avais renoncé à la pratique religieuse, c'est vrai. En tout cas, votre ami Claude Chabrol, vous avez été ami de Claude Chabrol, le cinéaste, vous avez fait une réputation de bambocheur athée qui est complètement fausse. Non, il a répondu ça un jour pour me défendre. Il a dit, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas du tout ce personnage agressif. C'est un type qui est capable de vous montrer son cul. Il a même ajouté... c'est une boutade. C'est pas un bambocheur pour une raison très simple, c'est que pour faire la bamboche, il faut avoir un peu de pognon. Et vous n'en aviez pas à l'époque. Oui. Nous étions très pauvres. En tout cas, bon, Et quand on se piquait un peu le nez pour se mettre dans l'ambiance, c'était au vin rouge de basse qualité. En tout cas, bon, vous aimez la vie, vous n'êtes pas un chevalier à la triste figure, je ne crois pas. Certainement pas, j'en ai pas l'ambition en plus. Mais en tout cas, pour vous, l'ordre du monde est transcendant, votre société est debout. Oui, absolument. Est debout, tout à fait. Un aveu qui mérite d'être signalé, je suis un homme d'ordre, qui se conduit parfois de manière désordonnée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben oui, voilà, parce que toute règle, ça a son exception. Nous n'avons plus malheureusement que 5 minutes d'émission. Je vous propose d'avancer donc dans le temps. La France des années 30 est une France brisée, dites-vous. Vous écrivez « L'héroïque sursaut de la Première Guerre mondiale laissait le pays brisé, sans ressort. L'entre-deux-guerres le déçut et le désespéra. » Est-ce que l'enfant que vous étiez à cette époque-là a ressenti ce désespoir? Oui, bien sûr. J'ai vécu dans un monde d'anciens combattants tout autour de moi. Mon grand-père, ses relations, les gens. Je crois qu'à la Trinité-sur-Mer, il doit y avoir 38 noms, me semble-t-il, sur le monument aux morts. C'était un pays de 800 habitants. C'est dire que la saignée était considérable. Ça avait transformé, c'est une véritable révolution. Ça avait promu les mères de famille en chefs de famille, en fait. Tout ça avait beaucoup changé. La défaite avait été l'occasion pour tous de communier dans l'exécration d'un régime qui avait déclaré la guerre et l'avait perdue sans l'avoir préparée. Et vous dites, à la menace du réarmement allemand, nous répondions par les grèves de 36 et le Front populaire. Et vous ajoutez, mai 40, tous les mensonges, toutes les démagogies allaient s'effondrer au vent brûlant de l'histoire. L'histoire se venge? Oui, absolument. C'est très clair. Nous avons récolté les fruits amers de la démagogie et du renoncement. Vous rappelez un certain nombre de vérités qui sont maintenant
pas si évidente que ça. Vous dites ce n'est pas le gouvernement de Vichy qui a pris langue avec le vainqueur, autrement dit avec l'Allemand, le 17 juin 40, mais le dernier gouvernement légal de la Troisième République. Il est bon quand même de rappeler que ce n'est pas le gouvernement de Vichy qui a contacté le premier. Bien sûr, d'abord, le gouvernement n'était pas à Vichy à ce moment-là. Bien sûr, tout à fait. C'est important de le dire. Tout le monde considérait que le fait que le maréchal Pétain, qui était le vainqueur de Verdun, c'était son nom, n'est-ce pas, vint s'engager pour essayer de défendre les positions françaises dans des discussions avec l'ennemi victorieux. À l'époque, l'unanimité pratiquement du peuple était en sa faveur. On rendit le gouvernement de Vichy responsable de la défaite, de l'occupation et des malheurs de la patrie. Évidemment, on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais certainement pas de ça. Non. La Seconde Guerre mondiale a été une catastrophe pour l'Europe. Dominique Venner parle de guerre civile depuis 14 jusqu'à 45. Est-ce que vous partagez cette image ? Dans une certaine mesure, oui, mais en fait, ça n'était pas une guerre civile dans la mesure où elle opposait tout de même des peuples différents les uns des autres. Certes, il y a une civilisation européenne, mais il n'y avait pas de sentiment national européen et les antagonismes nationaux étaient très, très forts. Et même aujourd'hui, les Allemands ne sont pas des Espagnols, qui ne sont pas des Italiens ni des Français. Jean-Marie Le Pen, le temps a de nouveau passé très vite. Le temps est un grand maître, comme vous le savez. Autant suspend ton vol. Eh bien, nous n'arriverons pas à suspendre le temps du vol. Nous arrivons au bout de cet entretien. Je rappelle que le deuxième tome de vos mémoires devrait sortir l'année prochaine. L'année prochaine, c'est vaste. L'année prochaine, plutôt en début, voilà. Plutôt en début, peut-être ? On ne sait pas. Soit au mois de mars, soit un peu plus tard. Ça dépendra un petit peu aussi de la campagne électorale européenne. Pardon ? Pour les européennes, oui, c'est européenne, ça. C'est ça. Vous pensez faire un chapitre sur cette victoire éventuelle ? Elle pourrait être, c'est la seule chance qui reste à notre pays, oui. C'est que nous ayons une très grande victoire nationale aux élections européennes et il faut tout faire pour cela. Bien, Jean-Marie Le Pen, nous avons dressé pendant la deuxième partie de notre entretien un portrait intimiste de l'homme que vous êtes. L'homme politique apparaîtra sans doute plus nettement à la lumière du deuxième tome, bien sûr. Je compte sur vous pour un entretien sur les ondes de Radio Courtoisie, bien sûr. C'est d'accord. Eh bien, Président Le Pen, un immense merci à vous.